Ligne droite. Le grand réveil. Et nous sommes ce matin avec notre invité député du Rassemblement national de la 3e circonscription du Gard, Pascal Borde. Bonjour. Bonjour. Le RN a lancé donc dimanche sa campagne permanente, un an pour préparer une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et donc des législatives anticipées. C'était à Nice, devant un parterre de 5000 personnes. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet événement, Pascal Borde ? Alors bon, c'est un meeting comme un autre, j'allais dire. Bon, 5000 personnes, c'est très très bien. Oui. Il ne restait pas une place de libre. On avait besoin de ça après la campagne des européennes et après la campagne des législatives pour se retrouver et pour effectivement envisager l'avenir sereinement. Et c'est vrai que c'est une petite piqûre de rappel qui fait du bien. Et donc, on est de nouveau en campagne. Et finalement, c'est pas mal d'être en campagne permanente. Vous dites que 5000 personnes, effectivement, c'est pas rien. Est-ce que vous avez le sentiment d'assister à on appelle ça le phénomène Bardella. Est-ce que vous le voyez de vos yeux, ce phénomène Bardella ? Ah oui, évidemment. Il y avait beaucoup de jeunes à Nice. Oui. Pour une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, ça peut être paradoxal, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes et il y a un engouement, il y a une Bardella-mania. La fameuse incontestable. Bardella-mania, oui. Moi, j'ai eu l'an dernier, Jordan Bardella est venu à Nîmes pendant la feria. On a dû mettre 1h30 pour faire 300 mètres. Oui, donc C'est effectivement, incroyable. ça change beaucoup par rapport aux années précédentes que vous avez pu connaître Oui, au Rassemblement national. oui. Quels seront les... Alors, on parle effectivement de cette campagne permanente, un an avant une possible dissolution de l'Assemblée nationale. S'il y avait un ou deux points à retenir de ce lancement de campagne permanente, qu'est-ce que ce serait ? Pendant un an, qu'est-ce qui va se passer en gros pour le RN ? Quelle sera la stratégie ? Alors, ce sera la conquête des territoires où nous ne faisons pas le plein de voix, effectivement. C'est essentiellement ça, par contre. Puisque nos militants, nos sympathisants, nos militants sont vraiment à fond derrière nous. Je ne pense pas que cela s'essouffle, au contraire, ça s'amplifie de jour en jour. Donc c'est ça, effectivement, conquérir des territoires pour faire le plein de voix et pour que la victoire soit absolument magnifique. Alors, on ne va pas faire de l'introspection ce matin, mais quelle est la faille du Rassemblement national aujourd'hui ? Qu'est-ce qui empêcherait, en tout cas, le Rassemblement national aujourd'hui de s'imposer davantage, même si honnêtement les sondages vous donnent déjà même vainqueur en fait en 2027 ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher aujourd'hui le Rassemblement national d'accéder au pouvoir ? Les castors ? Les castors. Les castors. C'est cette alliance contre nature. Je ne parle pas que du NPF. Je parle de l'alliance du NPF avec le reste de la classe politique, puisque j'inclus également les LR, tous ces gens soi-disant de gauche, humanistes qui ont réussi à faire élire, par exemple, Elisabeth Borne en se désistant. Ce sont des alliances contre nature. Je pense que les gens qui ont voté pour les candidats présentés par cette alliance n'ont pas réalisé effectivement totalement ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, Pascal Borde, vous vous considérez comme un parti d'opposition ou de gouvernement ? D'opposition. D'opposition. Oui. Réellement d'opposition, oui. Oui. Alors, en attendant, le travail parlementaire continue. Dans quelques jours, vous porterez un texte visant à rétablir les peines planchers. C'est peut-être l'occasion de réexpliquer d'ailleurs à nos auditeurs ce que sont les peines planchers et pourquoi elles ont été supprimées. Alors, les peines planchers, c'est une peine... le code pénal donne par définition des infractions délictuelles ou criminelles et nous donne une peine maximale, mais pas de peine minimale. Et nous considérons que pour certaines infractions, on y reviendra certainement, il faut une peine minimale, c'est-à-dire que le magistrat ou le tribunal, parfois quand nous avons une audience collégiale, ne peut pas aller en dessous de ce seuil minimal, sauf effectivement à motiver sa décision par des circonstances très particulières tenant à la personnalité du délinquant ou du criminel. Alors pour quelles infractions justement précisément ? Alors nous avons choisi de cibler 3 types d'infractions qui nous paraissent vraiment relever de ces peines planchers. Nous avons tout d'abord tout ce qui a trait à la récidive. En fait, nous pensons que tout le monde peut commettre une erreur, mais une seule. Il faut avoir compris le message lors du premier passage devant la juridiction pénale. Et ça vise tous les types de récidives, les rodéos urbains, les actes antisémites, les vols, tout ça. D'accord. Ça représente déjà énormément d'infractions. Ensuite, nous avons visé tout ce qui a trait au trafic de stupéfiants.
Moi, je m'en inquiète depuis des années, de par mon activité première d'avocate, et je pense que nos concitoyens ne mesurent pas l'ampleur du sinistre. Nous sommes en passe, je l'affirme, et je maintiens ce que je dis, nous sommes en passe de devenir un narco-État. Les derniers événements qui sont survenus à Marseille démontrent qu'effectivement, on a encore franchi un cap. Je ne sais pas quel sera le prochain, mais si nous ne faisons rien, nous avons déjà perdu des batailles, nous allons perdre cette guerre. Nous sommes réellement en passe de devenir un narco-État. Et c'est pas en faisant des ronds dans l'eau, en faisant des opérations place nette XXL qu'effectivement, on va régler la question. Des magistrats qui travaillent sur ces questions depuis des années, je pense en particulier aux magistrats de Marseille, qui ont été vertement tensés par l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Je pense à la procureure de Paris, Laure Beccuot, qui, il y a déjà plus de 2 ans, a fait une mise en garde en disant « Nous ne mesurons pas la force de ces gens, la puissance financière, la force logistique, en matériel et en moyens humains. » Il y en a un qui meurt, il y en a 15 qui attendent pour prendre la place. Comment ça se fait qu'on ne se rende pas compte? Ou est-ce qu'on s'en rend réellement pas compte? Parce qu'en même temps, on a effectivement un Gérald Darmanin qui tente des opérations XXL qui... Ce sont des opérations de com. C'est ça, pour vous, c'est vraiment Alors ça? Pour moi, c'est de la com. Ouais. On ne traite pas le trafic de stupéfiants. On devrait être en guerre. Eux nous ont déclaré la guerre et ils sont en passe de gagner. Nous devrions être en guerre. Et on ne traite pas une guerre devant les caméras. Ouais. Et comment on fait pour en tout cas commencer à régler ce problème? Alors ce sera le thème de l'entretien de Lisa Dutreuil tout à l'heure, mais pour amorcer ce sujet. D'abord, il faut une complémentarité exemplaire entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, puisque ce sont des questions qui relèvent des 2 ministères. C'est la question que je poserai tout à l'heure d'ailleurs. Oui. À Didier Migaud. Didier Migaud, puisque nous l'auditionnons à la commission des lois. D'accord. Il faut mener une véritable politique pénale. Ouais. Et pas des mesurettes. Il ne faut pas, très sincèrement, quand on voit les condamnations pour trafic de stupéfiants, le haut du spectre, on a encore des choses qui ressemblent à une sanction pénale, mais pour le commun des infractions, on en est encore à des travaux d'intérêt général. Réellement, un travail d'intérêt général pour quelqu'un qui passe pour la 5e ou 6e fois devant le tribunal pour trafic de stupéfiants, mais c'est à pleurer. Quelles sont les raisons de cette explosion du narcotrafic en France? Parce qu'il n'y a pas de répression. Oui, c'est simplement. C'est d'abord ça. Le terrain est libre. Ouais. Le terrain est libre. La nature ayant horreur du vide, ils sont là. On n'a rien fait à part des opérations de com. Vous, dans le Gard, vous êtes exposé beaucoup à ce phénomène. Oui. Moi, je vis dans une ville de 18 000 habitants où il y a 3 points de deal. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ce qui fait dire au maire que les points de deal, ils luttent contre le trafic de stupes. Il a nettoyé des points de deal, sauf que 30 mètres plus loin, ils se sont réinstallés. Bon, alors, à rapporter donc une réponse plus ferme face au narcotrafic. Voilà, tout à fait. Et le troisième, le troisième, ce sont toutes les infractions crimes ou délits, qui touchent aux forces de l'ordre, aux soignants et à la communauté soignante dans son entièreté, ainsi qu'à la communauté éducative. Ces gens se lèvent tous les matins pour accomplir un métier extrêmement difficile, de plus en plus difficile. Regarde les conditions, on ne peut plus enseigner. On ne peut plus enseigner l'histoire, on ne peut pas soigner si on est un homme et qu'il s'agit d'une femme. Enfin bon, il y a tout un tas d'actes au quotidien. Il faut réellement, effectivement, alors là, une répression. Alors là, ça veut dire qu'on arrive sur la question des mineurs. Oui. De la justice pour les mineurs. Oui. Je suis, alors à titre personnel, tout à fait opposée depuis le départ à la césure du procès pénal. Ouais. Je pense que c'est une aberration. C'est-à-dire qu'on a scindé le procès pénal, ça partait d'une bonne intention. À savoir que le mineur devait arriver plus rapidement devant le tribunal chargé de le sanctionner. Donc l'audience arrive beaucoup plus rapidement, mais c'est une audience sur la culpabilité. Il est déclaré coupable, ou il est relaxé. La plupart du temps, il est déclaré coupable. Et on voit plusieurs mois après la sanction. Donc le mineur sort de l'audience où il y a également la victime, libre. Et dans un esprit qui n'est pas totalement terminé d'être construit, comme le sont les jeunes gens, ceux des jeunes gens, effectivement, ça veut dire, j'ai peut-être fait quelque chose, on m'a dit que j'étais coupable, mais j'ai rien. Pourquoi est-ce que je ne recommencerai pas? Je pense que c'est une aberration, cette césure. Sur ce rapport justement aux violences faites aux forces de l'ordre, aux insultes, même Bruno Retailleau, vous êtes complètement aligné là-dessus avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau peut prendre sa carte au RN. Oui, mais alors justement, ça rejoint ce que disait votre collègue Laure Lavalette, qui disait que Bruno Retailleau aurait pu être porte-parole du Rassemblement national. De fait, vous êtes vraiment aligné sur tout avec Bruno Retailleau?
pas forcément sur tout, non, on a certainement des points de divergence. Hein. Bon, on va lui laisser le temps de dérouler son programme pour voir quels sont nos points de divergence. Ce que dit Bruno Retailleau est fondé, parfaitement fondé. On en a fait le constat depuis des années. Maintenant, encore une fois, c'est pas un blanc-seing qu'on lui donne. Moi, les paroles, j'en ai entendu en 38 ans de carrière, je n'ai entendu que ça quasiment. Je veux des actes maintenant. Oui. Voilà. En même temps, on a l'impression que Bruno Retailleau a effectivement un discours qui rompt avec les discours prononcés jusqu'à présent, qui rompt même avec en partie le discours de Michel Barnier, en réalité. Alors, vous l'avez dit, les mots, certes, mais les actes d'abord. Aujourd'hui, Bruno Retailleau est-il en mesure d'appliquer justement ces mesures? C'est une petite répétition. Je ne parle pas de sa propre volonté politique, mais des moyens. Tout va dépendre du ministre de la Justice. Ouais, Parce que quand les forces de l'ordre arrêtent quelqu'un, il monte le dossier, il transfère le dossier au parquet, la personne est convoquée devant la juridiction, tribunal correctionnel ou cour d'assises pour certains faits les plus graves. Mais si les magistrats ne le condamnent pas, on a un souci dans ce pays quand même. Hein. On a un peu plus d'un tiers des magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature, que je combats depuis 38 ans. Ce sont des idéologues. Pour moi, ce sont des gens qui sont sectaires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire le syndicat. Alors j'avais déposé dans la loi justice en juillet 2023 un amendement pour interdire toute délibération politique. Ça faisait suite à l'opération Wambushu 1 et la décision hallucinante de la présidente du tribunal judiciaire. Donc je suis pour interdire toute décision politique. Pas pour interdire évidemment les syndicats, bien sûr que non, mais toute délibération politique. Les magistrats, il ne faut pas l'oublier, rendent la justice au nom du peuple français. Ils ne rendent pas la justice au nom d'un syndicat. Alors il y a effectivement cet aspect politique de la justice et puis il y a le manque de moyens, là encore peut-être. Le manque de moyens. Alors oui, il y a le manque de moyens. Ça explique pas tout. Voilà, il ne faut pas se cacher derrière le manque de moyens. Le manque de moyens, il est criant. Un exemple, l'Espagne qui connaissait depuis des années un phénomène de violence intrafamiliale exponentielle, a réglé le problème il y a quelques années en mettant des milliards sur la table, là où nous avons mis quelques millions. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes prises de parole à Éric Dupond-Moretti, quand nous avons abordé ce thème, c'est bien, mais peut très largement mieux faire. Hein. Bien sûr, il faut des moyens. Enfin, on a encore dans les tribunaux le logiciel Cassiopée. Enfin, on a 15 guerres de retard. Ouais. Alors vous porterez donc ce texte sur les peines planchées le 31 octobre dans une niche parlementaire. Comment va-t-il être accueilli, selon vous, ce texte sur les peines planchées? Alors, les LR, canal historique, j'ai envie de dire. Oui. Les anciens LR, canal historique, parce que tout le monde a changé de nom sauf nous. Et Horizon ont déposé en 2022 et 2023 de mémoire un texte sur les peines planchées, qui était peut-être moins ambitieux que le nôtre. Ouais. Donc je pense que dans les rangs de LR et de Horizon, il y aura des députés qui, je l'espère, ne feront pas preuve de sectarisme, de dogmatisme. Même si ça vient du RN. Voilà. Et sinon, il faudra qu'ils s'expliquent devant leurs électeurs et devant les parents des prochaines victimes, bien sûr. Ouais. Je pense qu'ils porteront une responsabilité morale. Puisqu'on donne les moyens de faire quelque chose pour endiguer un phénomène, et si effectivement les parlementaires ne s'en saisissent pas, après c'est une question de responsabilité morale qui concerne tout un chacun. Voilà, donc je pense qu'eux le voteront. Évidemment, j'entends déjà les cris d'orfraie de la gauche dans sa totalité. Oui, on imagine bien. Alors, toujours au sujet de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau a dit que l'immigration n'était pas une chance pour la France. C'est plutôt rare pour un ministre de dire ça aujourd'hui. Il n'a pas tardé à être pris par Emmanuel Macron qui, lui, a dit tout le contraire. Je le cite, « L'immigration est notre richesse et notre force. Avec ces fameux arguments, on aurait pu décider qu'on aurait mieux fait de la physique nucléaire sans la polonaise Marie Curie ou qu'on aurait pu danser beaucoup mieux sans Charles Aznavour. » Ça, ce sont les arguments d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui répondez, Pascal Borde? Alors, je réponds que je suis d'accord avec Bruno Retailleau lorsqu'il dit que l'immigration n'est pas une chance, mais je vais plus loin, c'est l'immigration subie, pas l'immigration choisie. J'ai un fils qui a immigré au Canada, je suis donc mal placée, mais c'est un choix, c'est un choix de la part du Canada d'avoir accueilli. Par contre, je réponds à Emmanuel Macron qu'il n'a qu'à aller dire ça aux parents, à la maman, puisque le papa est décédé, de Lola et aux parents de Philippine. Oui. Enfin, quelle maladresse, pour pas dire plus.
Pascal Borde, hier nous étions le 7 octobre, un an jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël. Plusieurs études ont démontré que l'antisémitisme avait explosé en augmentant de 192% en France. Aujourd'hui, en 2024, comment on lutte contre l'antisémitisme maintenant en France? Alors déjà avec le texte sur les peines planchées, Oui, typiquement parti, ça entre dans le, Alors dans le oui, lot. puisque on vise les actes de récidive, en fait. Oui, Voilà. oui. Donc Mm. on peut se dire qu'une fois on ne savait pas, bon, Mm. passons, pas deux. Mm. Pas deux. Vraiment. C'est un phénomène qui est sous-estimé en C'est un France, ça phénomène aussi. qui est, je pense, sous-estimé, effectivement. Oui. Oui, Comment, oui. comment c'est possible, en fait, avec le passé? Alors, on va pas entrer dans des débats, évidemment, sur le passé, l'antisémitisme en France, etc. Mais aujourd'hui, ne pas agir, ne pas réagir vis-à-vis de ça, entendre Jean-Luc Mélenchon qui appelle aujourd'hui ses militants, ses électeurs à brandir des drapeaux palestiniens. Ah, moi, ça me révulse, j'ai un haut le cœur quand Mm. je vois ça et j'entends ça, et je pense effectivement à toutes ces familles endeuillées. Je pense à nos otages, puisqu'il reste encore des otages, Oui. de toute nationalité d'ailleurs, Mm. deux otages français. Ces gens n'ont aucune décence. Quand Mm. on voit aussi que certains dans les campus ont arraché les images à l'effigie de Philippines, ce sont les mêmes qu'on retrouve effectivement encourager finalement l'antisémitisme lorsqu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes des actes effectivement antisémites. J'ai une grande incompréhension, et j'en suis convaincue que les hommes et les femmes politiques portent une immense part de responsabilité. Chacun devrait faire une introspection. J'en veux beaucoup à la gauche classique, évidemment. À LFI, c'est leur terrain de jeu. Oui, c'est clairement leur Entre fonds de guillemets commerce. terrain de jeu, parce que c'est pas un jeu, Non. vraiment. Voilà, mais pour eux, je le dis à dessein, parce que pour eux, c'est devenu un jeu. Pour eux, c'est leur électorat. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Et ils surfent sur des esprits qui ne sont pas totalement construits. Ça aussi, c'est la faute à l'éducation nationale, je pense, parce qu'on n'enseigne plus la contradiction. Les jeunes prennent pour argent comptant ce qu'un gourou arrive à leur dire. Alors qu'on est au XXIe siècle, il y a des moyens de vérifier ce que les gens disent, il y a des moyens de vérifier si ce qu'on nous sert comme une vérité est une vérité ou pas. On a perdu ça. Et moi, j'en veux, je vous le disais, beaucoup à la gauche de véhiculer ces idées. La gauche a pratiqué avant Emmanuel Macron le « en même temps ». Voilà. On est dans la bien-pensance, mais bon, on va quand même faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon et ses fidèles qui sont ouvertement antisémites et antisionistes. C'est exactement en fait l'attitude de François Hollande hier, on en parlait tout à l'heure. Je suis ravie qu'il ait été sifflé. J'aurais essayé une tarte à la crème, moi, mais voilà. Bon, enfin. Je suggère l'idée pour la prochaine fois. Certains invités, après on terminera évidemment avec la gauche, mais certains invités de notre matinale, je pense par exemple à Éric Nolot ou à Christophe Barbier et d'autres de vos collègues, ont estimé et estiment aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la France. Vous partagez cet avis? Je partage cet avis, et je pense que ces prises de parole relèvent d'infractions pénales. Et je suis extrêmement étonnée qu'aucun procureur de la République n'ait relevé cela et n'est encore envisagé de le poursuivre. Je pense qu'il fait acte de sécession par ses paroles. Il prône la partition du pays. Ça me paraît extrêmement grave. Et j'invite les procureurs à se saisir effectivement de ces infractions. Il est intouchable aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? C'est le privilège rouge dans toute sa splendeur. On a un exemple parfait. On parlait de justice politique tout à l'heure. Il fait peur à certains. Tout à l'heure, la motion de censure sera débattue à l'Assemblée nationale. On a entendu Laure Lavalette sur ce sujet qui s'y opposera de toute évidence. J'imagine que vous partagez... Oui, alors j'aurais aucun mal à m'y opposer, vraiment. Oui. C'est pas uniquement un esprit de corps, de groupe. Oui. J'aurais aucun mal à m'y opposer. Ça aurait été le cas... à un moment donné, il y a quelques semaines, le Rassemblement national s'était plutôt positionné en faveur éventuellement d'une motion de censure. Finalement, qu'est-ce qui a changé ? Marine Le Pen a donné, entre guillemets, sa parole au Premier ministre de ne pas le sanctionner ab initio, de le laisser dérouler son programme, ce qui ne veut pas dire que nous ne le sanctionnerons jamais, mais pour l'instant, on en est aux paroles, on va attendre qu'il passe aux actes, et effectivement, nous verrons si nous le sanctionnons à ce moment-là. Mais là, ce serait totalement absurde. Ce serait totalement absurde, et puis il faut arrêter de faire de la publicité à
à LFI et au clan Mélenchon. Oui, donc Voilà. le débat. Alors ça, c'est sera- personnel, hein, c'est à titre personnel, je me refuse. Vous en voulez beaucoup à Jean-Luc Mélenchon ce matin. Ah, je lui en veux beaucoup parce que je pense qu'il est responsable de beaucoup de crimes et délits. Oui. C'est ça, on retiendra cette phrase importante. Oui. Merci beaucoup Pascal Bordes. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national de la 3e circonscription du Gard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Suivra évidemment ce 31 octobre durant lequel vous porterez ce texte sur les peines planchées. Bon courage Merci et beaucoup. à très bientôt à notre antenne.